un petit bilan de campagne succinct, hein, parce que sinon il faudrait la journée au moins pour parler de ce qui s'est passé en maladie sur 2018. Bon, on va essentiellement se focaliser du coup sur le mildiou. Je pense que c'est nécessaire. Je referai un point très succinct sur Oïdium Black Rot à la fin de la présentation. Juste brièvement pour commencer, je vous ai remis le cycle alors de développement du mildiou. Alors je sais que bon, c'est connu, mais je pense que juste pour pouvoir appuyer certains points que je vais présenter par la suite. Voilà, donc cycle mildiou avec contamination primaire, avec la sortie des œufs d'hiver, avec le temps d'incubation, 7 à 12 jours, voire un peu plus, tout dépend des conditions météo. Et puis s'ensuit contamination secondaire, etc. Je vous ai remis ce cycle de développement vraiment pour appuyer par rapport à ce qu'on a eu cette année sur le cycle de contamination qu'on a eu. C'est-à-dire que ça s'est tellement enchaîné rapidement que finalement les sorties de tâches, on n'a quasiment plus pu savoir quelle contamination avait fait quelle sortie de tâche. Donc c'est vraiment pour vous montrer la dynamique du milieu quelle dynamique il a eu cette année en 2018. Juste un petit point au niveau national. Donc on a eu une forte pression sur le sud-est, évidemment, sud-ouest, Bordeaux, Charente et Val-de-Loire. Et par contre, on a une pression plutôt modérée sur le quart nord-est. Donc on voit par rapport à la présentation d'Arnaud juste avant que effectivement c'est lié, voilà. Et au niveau dynamique de l'épidémiologie, voilà, on a eu effectivement à la deuxième quinzaine d'avril des épisodes qui ont déclenché des premières contaminations localisées dans quelques parties de vignobles, ce qui a démarré un petit peu le cycle de contamination du mildiou. Je vous ai remis la carte de la France. Donc effectivement, nous, sur le sud-est, on est les premiers à avoir eu ces contaminations mi-avril, fin avril, donc avec et forte contamination début mai, avec une explosion des symptômes autour de la mi-mai. Et on a un effet un peu chronophage, enfin un peu dans la chronologie, puisque finalement sud-ouest, bordelais ont été aussi touchés par une pression mildiou, mais un peu plus tard, on va dire que les contaminations se sont plutôt ont plutôt été sur la mi-mai, avec une explosion des symptômes plutôt début juin, et sur le Val-de-Loire encore plus tard, voilà, avec bon, effectivement le quart nord-est un peu moins impacté. Maintenant à l'échelle régionale, donc en fait on a observé deux cas de figure. Un premier cas de figure sur des contaminations primaires qui sont apparues sur les pluies du 8 au 11 avril. Alors c'est assez localisé, c'est pas l'ensemble de la région PACA bien sûr, mais voilà, ça a été le démarrage de l'épidémie. Et ensuite pour tous les autres endroits où il n'y a pas eu ces contaminations liées à ces événements pluvieux du 8 au 11 avril, ça s'est généralisé de toute manière autour du 29-30 avril. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, début du mois de mai, on avait le mildiou qui était présent au vignoble. Même si les premiers foyers primaires n'étaient pas encore évidemment trouvés, le mildiou était bien là. Donc oui, alors conditions de température suffisantes pour le développement, effectivement, même sur les pluies du 8-11 avril, il s'avère qu'on pouvait avoir des conditions climatiques qui faisaient que, effectivement, ces contaminations, il y a eu des contaminations. Je vous ai pris 3 stations exemples, juste un dans chaque département, pour vous montrer un petit peu plusieurs facteurs explicatifs qui ont pu qui sont explicatifs de la pression mildiou. Alors on commence par traite, évidemment, puisqu'on n'est pas très loin. Alors bon, je vais rejoindre un petit peu mes collègues à faire le parallèle sur 2017. Je vous ai mis des cumuls, si, il y a la légende. Je vous ai mis les cumuls de pluie 2018 et 2017 entre le 1er avril et le 16 septembre.
Donc en fait, on voit bien effectivement qu'on a une dynamique qui n'est pas du tout la même. Bon, même si 2017, comme on l'a dit, c'était un millésime qui était plutôt sec. L'idée là, c'est de vous montrer vraiment entre le 29 avril, donc date du, on va dire, premier événement généralisable contaminateur. Du 29 avril au 16 juin, on a quand même sur Traite, par exemple, 31 jours de pluie sur 48, ce qui est énorme. Bon, un cumul de pluie de 179 mm, mais surtout une hygrométrie systématiquement supérieure à 60%. On n'a jamais eu plus de 4 jours consécutifs sans pluie et pas de Mistral. Donc en fait, entre le 29 avril et le 16 juin, c'était vraiment des conditions super favorables. Et voilà, ce qui est important de dire aussi, je pense que c'est pas forcément le cumul de pluie qui a fait la virulence de l'épidémie, c'est vraiment cette fréquence, 31 jours de pluie sur 48, c'est énorme. Et c'est la fréquence des pluies, la cadence, qui a fait que le mildiou a été si explosif. Parce qu'on a des stations, bon, je vais vous faire le parallèle, vous allez voir, Cucuron, c'est pareil, hein, on est toujours sur une dynamique pareille, avec une fréquence de pluie entre le 29 avril et le 16 juin qui est absolument énorme, avec 29 jours de pluie, toujours pareil, on est toujours à peu près sur ces ordres de grandeur. Bon, là on a même un cumul de pluie de 248 mm. Donc en fait c'est pas ce cumul, parce qu'on a même des stations où un cumul de pluie à 100 mm nous a donné exactement la même pression, la même virulence du mildiou. C'est vraiment cette cadence et cette fréquence, parce que finalement une pluie de 40 mm va avoir plus ou moins fait une contamination plus ou moins équivalente à une pluie de 10 mm. Donc c'est pas vraiment ce cumul, c'est vraiment cette fréquence. C'est vraiment très important, je pense, que pour la campagne 2018, parce qu'on peut très bien dire ah oui, mais moi j'ai eu que 100 mm ou même 70 mm sur cette période-là, et pourtant j'ai quand même eu une explosion des symptômes. Mais c'est exactement ça, c'est que c'est pas forcément ce cumul, c'est plutôt cette fréquence qui est important à avoir en tête. Bon, et Vidoban, là je vous ai pris Vidoban aussi, toujours pareil, hein, voilà, avec des hygrométries. Ça, ce sont nos cartes de modélisation de risque potentiel d'infection qu'on fait à l'IFV. Alors je vous ai mis les deux dates, une date au 11 avril, justement, par rapport aux deux cas de figure dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une carte au 11 avril et une carte au 29. Alors l'idée dans ces cartes, c'est pas d'alarmer, c'est juste que le risque potentiel d'infection représente les conditions favorables au développement du mildiou. Donc au 11 avril, on voit que par rapport à la légende, vous avez un risque faible, fort ou très fort. On se retrouve dans une région où là, on a la moitié les trois quarts de la région où on est en risque fort. Et pourtant, on n'a que cette petite zone vers Pierre-Latte, là, au nord, où il y a eu ces fameuses premières contaminations du mois d'avril, du 8 au 11 avril. Donc voilà, c'est plus pour vous montrer que le risque était présent dans la majorité du vignoble, mais finalement, par rapport à des conditions de température ou de pluie, d'ailleurs, sur certains secteurs, les contaminations ont été déclenchées ou non. Voilà. Alors c'est pas parce que la carte est rouge que vous avez du mildiou partout. Si la carte est rouge, ça veut dire que le risque est extrêmement fort sur l'ensemble du vignoble. Si vous avez une pluie, effectivement, plus de risque qu'elle soit contaminatrice que pas. Voilà pour ça. Et après, je vous ai mis donc cette fameuse carte de risque. À partir donc, du 29 avril, c'était la dernière. Et là, je vous l'ai mis toutes les semaines jusqu'à la mi-juin. Donc en fait, on voit bien que le risque effectivement s'est étendu à risque très fort sur l'ensemble du vignoble, sur l'ensemble de la région. Et même à la mi-mai, on était déjà sur des risques très forts à peu près partout. Bon, à savoir qu'un risque très fort, par exemple, si vous êtes en risque très fort et que vous avez une pluie de 3 mm, elle peut être contaminatrice. Alors que sur un risque où vous allez être sur un risque plutôt faible, la pluie de 3 mm, elle aura peut-être
pas été contaminatrice, il aurait fallu 10 mm pour qu'elle ait été contaminatrice. C'est ça l'interprétation des cartes de risque qu'on en fait. Donc je vous ai dit 2 facteurs explicatifs, donc la météorologie, effectivement avec ces contaminations minimum tous les 3-4 jours. Et un autre indicateur qu'on appelle nous l'inoculum, c'est un indicateur modèle de nos modèles potentiels systèmes à l'IFV. Donc ça correspond à cette partie du cycle. Voilà, c'est le potentiel, enfin le pourcentage d'œufs prêts à germer en sortie d'hiver. Et là, en fait, voilà ce qu'on a observé sur cette campagne 2018. Donc à savoir que cette variable, l'inoculum, une année classique évolue doucement. C'est-à-dire que vous n'avez pas 100% de l'inoculum, c'est très rare que 100% de l'inoculum germe et entraîne des contaminations comme on a eu cette année. Voilà un peu ce qu'on a observé cette année sur nos 3 stations un peu phares. Là. Donc c'est assez, on va dire, exponentiel, hein, du 29 avril, date des premières contaminations, jusqu'au la mi-juin, pareil. On a eu des fois une pluie qui a pu faire grimper l'indicateur de 10-50%, enfin ça dépendait vraiment des localisations. Mais on a été vraiment, disons, pris de court par cette variable qui finalement indique un potentiel de prêt à germer de quasiment 100% à la mi-juin. Donc je vous ai fait juste le parallèle pour que vous compreniez avec, de cette variable avec 2017. Ou 2017, vous voyez, la variable, on a atteint péniblement, on va dire, les 10% en fin de campagne. Bon, sauf pour Traite où effectivement on avait un petit peu plus sur la fin de campagne. Mais voilà, donc on voit vraiment bien ce parallèle avec cette variable de potentiel d'inoculum prêt à germer qui a été absolument phénoménale et on avait tous les œufs en fait qui étaient disponibles et qui étaient prêts à être contaminés. Petite carte, donc également tirée de nos simulations modèles. Donc cette fois, c'est les cartes de fréquence théorique d'attaque. Je vous l'ai mis au 15 mai et au 16 juin. Alors, 15 mai, pour vous montrer que dès le 15 mai, en fait, on pouvait avoir déjà des fréquences théoriques d'attaque qui étaient déjà importantes. On va jusqu'à 16,5% dans certains secteurs. Alors, on le voit pas très bien, mais parce que l'échelle est de 0 à 100, donc forcément 16%, c'est pas non plus énorme. Mais par contre, au 16 juin, voilà, on se retrouve en un mois avec une fréquence théorique d'attaque qui était quand même quasiment sur certains secteurs à 90%. Donc c'est vraiment ce mois qui a été je vais dire, d'une importance assez cruciale pour le milieu. Je vous ai fait une petite frise du 23 avril au 15 juin de la stratégie type qu'il aurait fallu faire, a posteriori évidemment. Alors, je vous ai pris l'exemple d'un viticulteur bio, puisque, bon, on a quand même moins de marge de manœuvre pour se rattraper sur le bio. Il y a trois messages à faire passer sur cette frise. Donc déjà, entre le 23 et le 15, ici, je vous ai mis que les pluies qui ont été contaminatrices. Donc on voit qu'il y en a à peu près une petite quinzaine, hein, donc c'est quand même déjà assez important, c'est conséquent. 3 messages là-dessus. Si le viticulteur n'avait pas traité soit avant le 29 ou le 2 ou le 3 mai, il avait déjà, excusez-moi, je sais pas si ça marche, il avait déjà 4 contaminations de retard. Donc même si on traitait ici, on avait les 4 premières contaminations, c'était déjà un petit peu tard. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, c'est il fallait absolument resserrer les cadences. On est sur des cadences à 4 jours, 6 jours, 6 à 10 jours si on gère bien. C'est extrêmement, extrêmement resserré. Donc pas évident. Et dernière chose, c'est qu'on avait des fenêtres de tir qui étaient de parfois, un jour. Donc
très très contraignant pour les vignerons. En un jour, évidemment, ça nous amène à toutes ces petites contraintes et causes d'échecs. En un jour, capacité à traiter l'ensemble du vignoble, parfois impossible. Sachant qu'en plus, dans pas mal de vignes, on va dire que c'était pas forcément praticable non plus. On pouvait pas rentrer. Bon, il faut pouvoir resserrer les cadences aussi, des choses. Les rognages ont pu faciliter aussi les repiquages. Donc il fait, voilà. Pulvérisation, les réglages des pulvées, c'est pareil, c'est quelque chose d'important, mais finalement qui aura été assez, d'une importance pareille, cruciale pour la campagne. Et voilà, et puis en forte pousse, en période de forte pousse, continuer à protéger régulièrement, ben voilà, c'est pas évident, et on pouvait avoir des repiquages, des contaminations primaires sur ces parties assez facilement. En fin de saison, eh ben, on avait toujours, même en absence de pluie, des taches sur jeunes pousses, donc des repiquages et contaminations secondaires à peu près sur toute la saison. On a eu des attaques de rod brun sur fin juillet, début août. Et on a même observé des attaques sur pédoncule avec dessèchement de la grappe. C'est quand même assez important. Donc voilà, grosso modo, le mildiou sur cette campagne 2018, j'ai essayé de faire succinct. Brièvement, dernière petite diapositive, peu de black rot, malgré des conditions favorables, effectivement. Justement, sur les pluies de mi-avril, on s'attendait à plutôt avoir une saison black rot que mildiou. Pourquoi? On ne sait pas. Et un oïdium plutôt de type tardif. Voilà, avec des comptas plutôt autour du 10 mai, alors, sauf cépage sensible, bien sûr. Peu d'évolution des symptômes et forte attaque sur grappe. On a même eu aussi de l'oïdium post-vendange. Ça, j'ai vu des vignes attaquées par l'oïdium après les vendanges, au mois de septembre. Voilà.